Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire « Gouverner la donnée publique, un impératif pour les territoires ». Je suis Nelly Simoès et je suis ravie d'animer ce moment avec des invités de premier plan. À mes côtés, Valérie Atlani, CEO d'Hexadone. Bonjour. Bonjour. Sherazade Aboub, donc avocate chez Alerion et cofondatrice de l'Observatoire Data Publica. Bonjour. Bonjour. Bertrand Coquart, directeur partenariat chez Hexadone. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, à l'heure où les collectivités produisent, partagent, mutualisent une quantité croissante de données, la question de la gouvernance est essentielle puisqu'il n'est plus question de se demander s'il faut structurer une gouvernance, mais bien comment en faire un outil souverain, interopérable, sécurisé et surtout utile. Donc, l'objectif de cette émission est de vous donner les clés concrètes éclairées par le droit, par des cas concrets, par des réalités de terrain, pour vous donner de la visibilité et une matière pour le mettre en application sur vos territoires. Donc l'émission va s'articuler en 45 minutes. Non, l'émission va durer 45 minutes et va s'articuler en 4 parties. D'abord, pourquoi la donnée est-elle aujourd'hui un actif stratégique pour les territoires? Ensuite, on va regarder comment gérer et valoriser ces données dans un cadre juridique et opérationnel solide. Enfin, on aura un retour d'expérience terrain pour illustrer ces enjeux. Et on a une dernière partie qui sera consacrée aux questions-réponses avec les questions que vous nous posez. Donc n'hésitez pas à interagir sur le chat. On commence avec Valérie. Donc Valérie, en tant que spécialiste de la gouvernance des données, vous allez pouvoir nous aider et nous répondre sur une question essentielle. Pourquoi la donnée est-elle aujourd'hui un actif stratégique pour les territoires ? Eh bien, écoutez, depuis quelques années, les territoires ont lourdement investi dans les infrastructures numériques pour collecter notamment beaucoup de données. Aujourd'hui, la donnée territoriale est stratégique parce qu'elle va permettre de manière contrôlée, fiable, maîtrisée, de pouvoir piloter ces politiques publiques, de les évaluer, de créer des services régaliens et mutualisés entre les différentes entités de leur territoire et dans une vision 360 degrés pour améliorer notamment leur efficacité opérationnelle. Et elle permet également de factualiser les éléments de ces politiques publiques et de mieux communiquer avec les citoyens autour finalement des investissements, des choix que l'on fait sur le territoire. Alors, dans le secteur privé, cette révolution de la donnée est derrière nous et aujourd'hui, il y a même des notions de valorisation de la donnée. Mais tous les jours, en fait, nous rencontrons des territoires qui, effectivement, s'interrogent sur à quoi servent les données. Très bien, on leur explique que c'est important de gérer les données, mais donc, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, évidemment, le côté le plus illustratif de la gestion de la donnée et de la maîtrise de ce patrimoine tourne autour des usages et donc de l'exploitation de ces données, comment je donne du sens à l'ensemble des informations que je manipule sur mon territoire. Et finalement, des solutions qui reposent sur de la donnée, il en existe beaucoup, mais imaginez-vous qu'effectivement, un élu, il va recevoir une information avec une valeur donnée X, puis d'un autre service, une autre information, etc., etc. Et donc, la gouvernance de la donnée, ça permet de garantir le cadre de qualité et de fiabilité de ces informations que je manipule. Et quand je prends une décision sur une politique publique, eh bien, j'ai de l'information fiable, qualifiée, et je n'ai pas à réfléchir sur est-ce que c'est vraiment ça la bonne valeur de cette information, etc. Donc, cette structuration, cette gouvernance, cette mise en qualité, elle est juste essentielle pour maîtriser leur politique publique et les services qui vont reposer un peu comme quels sont mes services régaliens et qu'est-ce que je veux garder finalement sous mon contrôle,
indépendamment des choix et des évolutions que j'aurai à faire dans mes systèmes d'information, la donnée, ce n'est pas un sujet technique, c'est d'abord un sujet stratégique de vision de qu'est-ce que je veux maîtriser, est-ce que c'est un patrimoine ou pas, est-ce que ça a de la valeur. Donc ces questions-là ont été déjà largement traitées, encore une fois, sur le secteur privé. Et donc, il n'y a pas de raison que les territoires ne s'emparent pas de ces sujets-là à leur tour. Très bien. Alors, c'est vrai, quand on pense données, on pense IA, intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Complètement, parce que l'intelligence artificielle repose sur de la donnée. Et on le verra tout à l'heure dans l'émission, mais de la donnée, il en existe. Et donc, si vous n'avez pas en amont des données qui sont justement qualifiées, structurées, contextualisées à votre territoire, eh bien, derrière, vous aurez des intelligences artificielles qui vont chercher n'importe où de la donnée et qui vont vous amener à prendre peut-être des décisions farfelues, parce que les informations qu'elle vous livre sont farfelues. Et donc, c'est pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais c'est juste se dire qu'il y a des étapes. Et une des étapes fondamentales tourne autour de cette maîtrise, structuration, gouvernance de la donnée, gestion très fine des droits, qui est responsable de quoi, qui fait foi dans ces données, d'où vient la donnée, la traçabilité. Voilà, tout ça, c'est des éléments fondateurs, on va dire, de l'intelligence artificielle. Merci Valérie pour cette mise en perspective. Je vous propose à présent d'aborder les aspects juridiques et opérationnels de cette gouvernance des données avec notre prochain invité. Maître Sherazade Aboub, on est ravis de vous avoir avec nous. Donc, quels sont selon vous les éléments indispensables à maîtriser pour avoir une bonne gestion justement des données publiques? Et puis peut-être pourriez-vous nous partager quelques outils pour nous aider à y voir plus clair? Mais moi aussi, je suis ravie d'être ici pour parler d'un sujet qui est important. Et c'est bien qu'on s'en préoccupe et qu'enfin on donne des clés et des outils. C'est l'objectif de telle session. Peut-être 3 éléments et commencer par un chapeau qui serait de dire que personne n'a la même façon d'aborder les choses et qu'il n'y a pas de stratégie sur étagère, prépensée. Moi, je déteste dire il faut faire ça. C'est plutôt comment les collectivités vont s'approprier ce sujet-là, d'où cette nécessité sur laquelle j'insiste depuis de nombreuses années de s'acculturer et aussi à nous, praticiens, de vulgariser les choses pour permettre un meilleur accès à des sujets qui peuvent être perçus comme abstraits, pas encore compréhensible, confus, ça me parle pas, c'est pas concret. Si, c'est concret, et justement, peut-être 3 éléments sur lesquels je souhaite insister. Le premier élément, c'est de se dire qu'il y a des fondamentaux. Ok, on n'est pas en train de vous dire il faut faire ça, mais il y a quand même des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est préserver la souveraineté sur vos données. Bien sûr que c'est une nécessité. Maîtriser vos données, c'est préserver votre souveraineté. Et comment mieux le faire que de prévoir nécessairement dans toutes vos interactions le fait d'être propriétaire de vos données, le fait d'avoir conscience que toute une donnée, dès qu'elle est produite par une collectivité, mais sur le territoire ou par le biais de prestataires externes, ça reste de la donnée publique, ça reste de la donnée territoriale. Il n'y a pas de transformation de cette donnée. Ça, c'est des éléments importants. Et après, c'est une approche systémique. La donnée, ça n'est pas que le sujet de la propriété, de l'open data ou du RGPD. C'est aussi le sujet de l'hébergement, du stockage. On parle de souveraineté, c'est une des thématiques. Où est-ce que sont stockées les données du territoire ? Un vrai concept qu'il nous faut encore préciser dans les années à venir, d'autant plus dans la situation actuelle. Mais il y a aussi d'autres sujets comme la réversibilité, les droits de propriété intellectuelle, la sécurité des systèmes d'information, compte tenu des risques d'attaques cyber, et bien évidemment une préoccupation, etc., etc. Donc ça, j'ai envie de dire, le bloc des fondamentaux, premier élément. Deuxième élément, à quel moment il faut s'en préoccuper ? Pas dès le début, normalement. Mais, et c'est bien normal, la tentation est grande de vouloir lancer des expérimentations et de pas trop se soucier du sujet juridique. Sous-entendu, oh, le juriste, il va encore m'embêter, il va peut-être pas me permettre de faire mon projet, donc je vais pas le voir tout de suite. Mettre des clauses dans un contrat cadre de l'expérimentation est très important parce que souvent, ça se passe mal à la fin quand c'est pas prévu.
Et puis, troisième élément, comment ça s'est fait? Vous faire des retours d'expérience très concrets, puisque de nombreuses collectivités, depuis de nombreuses années, on sait qu'il y a des pionnières, mais pas que. Aujourd'hui, tout le monde commence à mettre en place un certain nombre de choses. La grande enquête de l'Observatoire Data Publica le montre, le volume de collectivités qui se sont engagées dans ces projets-là est de plus en plus nombreux, et elles sont inventives. Dijon a créé un comité d'éthique de la donnée. Nantes a mis en place une charte métropolitaine de la donnée qui a donné des petits, puisqu'il y a d'autres chartes maintenant. Les clauses data qui sont présentes dans de très nombreux territoires. On a les chiffres désormais. Et puis aussi tout un autre volet qui est beaucoup plus inventif encore, puisqu'il s'agit de créer des hubs de données, des data labs, des data space, des altruistes en matière de données, des data stewards. Bref, vous allez vous dire, ça fait plein de mots qui en réalité désigne une chose: comment en confiance on s'associe les uns et les autres, privés comme publics, pour partager, échanger et valoriser de la donnée. Merci Sherazade. Alors on a bien noté avoir une approche systémique du sujet, intégrer dès le début la dimension juridique et puis l'inventivité des démarches, des process. Donc c'est très concret, mais si on veut aller encore un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut créer de la valeur justement à partir de ces données tout en préservant justement la souveraineté des territoires, comme vous en faisiez part? C'est un vaste sujet qui va même au-delà des frontières juridiques, puisque c'est un sujet aussi économique que de savoir comment est-ce qu'on crée de la valeur avec les données. Et c'est un sujet qui reprend de l'envergure, d'autant plus en 2025, dans un contexte de restrictions budgétaires, dans un contexte où des choses ont déjà été faites, de la donnée est là, et il est temps de savoir la valoriser, mais aussi en prenant en compte certains mythes et croyances qui se sont répandues malheureusement dans les territoires. La donnée, c'est le nouvel or noir, on peut monétiser, on peut faire de l'argent avec la donnée. Je préfère le dire dès maintenant, ça n'est pas possible. On ne monétise pas sa donnée publique, ça n'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, mesdames et messieurs, qui va vous revenir en poche. C'est faux. En revanche, cette idée de valorisation, et c'est pour ça qu'il est intéressant d'insister plutôt sur ce terme-là, nous donne beaucoup plus de perspectives. Mais pour aller vers ces perspectives, qui sont très attrayantes, que tout le monde attend, et je ne fais pas du teasing, il va falloir arriver à lutter contre certains préjugés et notamment lutter contre ses propres peurs. Parce que le partage de la donnée, il y a beaucoup de peurs d'entreprises qui sont totalement justifiées, je ne suis pas là pour les juger, ou de collectivités, parce qu'il y a de la donnée sensible, parce qu'il y a de la donnée couverte par le secret des affaires, parce qu'il y a de la donnée personnelle, donc on a peur d'échanger, puis il y a aussi des questions économiques. Donc il va falloir passer d'une logique très individualiste, je réfléchis à mes peurs, à ce qui me fait peur, à une logique que moi j'appelle participative, collective, voire même aller vers cette notion juridique d'œuvre collective. Pour bâtir ensemble de nouveaux services, il va falloir à un moment abandonner, parce qu'on a beaucoup parlé de la propriété, et il va falloir lâcher sur ce sujet de la propriété, puisque l'échange et le partage, on n'est plus là-dedans. On est dans l'idée de se donner des droits d'usage les uns aux autres, et d'accepter qu'ensemble, on puisse bâtir cette énorme montagne et ces projets gigantesques que seraient nos territoires de demain. Donc sur ce sujet-là, et pour finir sur un point qui me tient à cœur, je pense que les gens ne vont pas se partager comme ça par le Saint-Esprit de la donnée. Il va falloir les intéresser très concrètement. C'est là où on revient sur un sujet économique. Quel est l'intérêt d'un citoyen à partager sa donnée à caractère personnel pour réduire ses consommations énergétiques? Si on ne lui explique pas, déjà, il ne viendra pas dans le projet. C'est du bon sens. Et une entreprise, elle poursuit d'autres intérêts, notamment des intérêts économiques, et donc il faut qu'elle aussi, elle en retire quelque chose. Et peut-être qu'il serait temps de valoriser cet actif qu'est la donnée. On valorise plein d'autres choses, mais pourquoi est-ce qu'on a encore du mal juridiquement et économiquement à mettre des mots là-dessus, et donc à accepter que la donnée soit valorisable sous une forme à définir, bonus, malus, tokenisation, smart contract, je ne sais pas bien, mais on est plusieurs à réfléchir à cette idée en tout cas. Merci Sherazade pour cette vision qui nous explique vraiment comment intéresser justement les citoyens sur les données. Et vous avez rappelé qu'on ne monétise pas les données publiques, je pense que c'est important de le rappeler. On va passer à présent au point suivant sur un cas pratique pour illustrer comment tout ça peut se traduire concrètement sur le terrain.
Alors Bertrand Coquart, je le rappelle, vous êtes directeur des partenariats chez Hexadone. Vous allez nous présenter un exemple de valorisation des données territoriales à travers un hyperviseur souverain. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, ce sera même deux exemples, effectivement. Voilà, l'idée de l'hyperviseur, c'est comment simplifier une vision territoriale pour amener plus d'efficacité et d'efficience du service. L'idée, c'est comment le territoire peut se réapproprier effectivement son territoire et comment il peut utiliser un langage commun qui parle à tout le monde et qui est factuel, sans biais, la donnée. Et c'est quelque chose qui est important. Donc, derrière un hyperviseur, qui est une représentation souvent visuelle, assez simple, des données du territoire, sur une cartographie ou à travers des tableaux de bord, un outil de pilotage qui va permettre aux deux, je dirais, moteurs d'une collectivité, les sachants, donc les métiers, et les élus ou la gouvernance de comprendre, de parler le même langage et surtout d'avoir les mêmes objectifs et de suivre cette évolution. J'ajouterais même une troisième partie qui sont les habitants qui aujourd'hui sont d'une donnée importante. Donc concrètement, l'hyperviseur, c'est un outil qui va permettre, si je prends l'exemple de l'éclairage public, qui est un des verticaux métiers dans lequel on peut, avec un investissement moindre, avoir beaucoup d'économies d'énergie, avoir un outil métier dans lequel on va pouvoir avoir les sachants qui vont avoir les détails de chaque mât d'éclairage, chaque armoire, la consommation, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne pas. Ils vont pouvoir se retrouver un petit peu, je dirais, comme à leur quotidien. Le quotidien va pas changer, sauf que cette information-là qui était partagée qu'entre eux va être partagée avec plus de personnes. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être que les collègues de la mobilité, de la voirie peuvent être intéressés avec un éclairage. Donc, on va donner plus d'expertise un petit peu à plus de monde sur cette hypervision. Il y a aussi cette partie qui est élue, qui est aussi population, on fait des objectifs de réduction de coûts, d'énergie. Comment on le suit? On en est où? On en est où concrètement aujourd'hui? Combien d'investissements? Combien de résultats? Jusqu'à présent, il fallait croire le politique. Vous savez que la parole du politique n'est pas toujours très mise en avant. Là, la data, elle ne trompe pas. Donc, c'est un outil incitatif intéressant. Donc, le deuxième cas que je voulais prendre en exemple, c'est le cas de la gestion de l'énergie dans les bâtiments. Vous savez que les bâtiments publics aujourd'hui, on a des objectifs de réduction de coûts d'énergie, donc 30 à 40% de consommation. Ce sont les arrêtés tertiaires, les décrets max, tout ça, ça parle aux collectivités. Comment fait-on? Aujourd'hui, on a le même nombre de personnes, même nombre d'employés de mairie, et donc comment fait-on avec la data, avec des outils connectés qui permettent de piloter à distance des bâtiments, de prendre en main le bâtiment et de pouvoir avoir des scénarios, par exemple, d'occupation. Quand vous avez quelqu'un qui vient, qui est présent dans une pièce, on va réduire la consommation de cette pièce-là, on va réduire la chaudière. Quand elle est présente dans une pièce, on va allumer. Bref, on va pouvoir gérer au mieux, je dirais, et faire des économies derrière. Donc, l'hypervision, c'est cet outil-là qui permet effectivement de mettre la data au cœur de la politique publique, et au cœur de l'analyse de la politique publique, et de pouvoir rendre compte à la population. C'est une chose qui est vraiment permise par Hexadone, à la fois sur cette partie souveraine, puisque les datas sont hébergées en France. C'est aussi rendre hommage aux territoires qui souvent payent des prestations externes sans avoir la propriété de la data. Donc tout ça, c'est hébergé dans leur data hub. Et aussi gouvernable, on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement important de savoir le résultat final, l'économie de CO2 promise à l'habitant, comment elle a été calculée en amont. On a ces outils de gouvernance, ces outils de donner accès effectivement aux différentes communes. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, notre hyperviseur est particulier en ce sens qu'il est mutualisable. Et aujourd'hui, quand vous êtes une petite commune, vous n'avez pas les moyens de pouvoir investir dans l'IoT, vous pouvez compter sur un département, une intercommunalité, un syndicat qui fait l'investissement de cette plateforme et qui vous donne accès aux données de votre territoire. Et c'est quelque chose qui est tout à fait faisable chez Hexadone. C'est vraiment reprendre le territoire, parler de péréquation, donner les moyens aux petites communes de pouvoir le faire de façon très simple, parce qu'un hyperviseur, je l'ai déjà dit, c'est un tableau de bord, c'est une carte, ça parle à tout le monde et c'est extrêmement pratique. Merci Bertrand pour ce cas pratique inspirant et rassurant. Hein, donc cet hyperviseur qui centralise la data, qui permet de la visualiser. Vous restez avec nous puisqu'on passe à présent à la session de questions-réponses. Alors la première question, je m'adresse à vous Valérie.
concrètement, par où une collectivité doit-elle commencer si elle souhaite structurer sa gouvernance des données ? Eh bien, j'ai peut-être enfoncé déjà une porte ouverte, mais c'est déjà, on se rend compte, être conscient de quelles sont les données dont on a l'accès, dont on a la maîtrise. On a beaucoup de collectivités qui ont les yeux qui brillent en disant « Ah, je veux ce tableau de bord, ah, je veux ce cas d'usage, etc. » Ça, c'est super. Sauf que très vite, le premier problème que l'on rencontre, c'est l'accès à la donnée. Donc, Sherazade a effectivement parlé de toute l'approche juridique pour reprendre le contrôle sur ces données. Et même parfois, les clauses existent, mais dans la réalité opérationnelle, ces données ne sont pas accessibles. Elles sont souvent encapsulées dans des solutions métiers. On ne veut surtout pas partager. Donc, les freins sont très nombreux. Et c'est compliqué pour une collectivité de se lancer dans cette démarche parce qu'elle a déjà à reprendre ce contrôle de la donnée. Donc, première étape, qu'est-ce que j'ai comme données sur mon territoire, quelle est la facilité ou la difficulté d'accéder à ces données. Et le second point aussi, c'est que finalement, un peu ce sujet de la donnée, c'est un peu la tarte à la crème parce que les services sont silotés, la même donnée, elle est manipulée dans différents services, alors qui fait foi pour telle ou telle donnée. Donc il y a tout un aspect organisationnel et accompagnement des collectivités dans ces démarches qui n'est absolument pas négligeable. Donc, étape 0, audit finalement de qu'est-ce que j'ai comme données. Évidemment, l'étape 1, c'est de se dire quels sont les services ou les politiques publiques qui sont essentielles pour moi, sur lesquelles je veux conserver le contrôle. On a parlé de modèle économique. En fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand vous commencez à bâtir une stratégie de politique publique sur vos données territoriales, ça n'est pas que sur, on va dire, l'aspect intellectuel, je maîtrise mes données, que ça devient important. C'est aussi une maîtrise, finalement, du modèle économique que vous allez reprendre en termes de mise en œuvre des services. On a parlé de la gestion bâtimentaire. Vous allez avoir des modèles économiques qui vont être au capteur, des modèles économiques qui vont être au bâtiment. Alors, au début, tout ça, ça paraît pas cher parce qu'on n'est pas passé à l'échelle. Mais demain, ça peut devenir inquiétant vu le nombre de bâtiments notamment que l'on peut avoir. Eh bien, quand vous commencez à bâtir sur des données dont vous êtes propriétaire, vos également complètement maître du modèle économique sur lesquels vous allez établir ces services. Et quand même, sur la durée, je crois que ça, c'est absolument pas négligeable pour les territoires. Donc, c'est du bon sens. On commence par faire un état des lieux, déjà, et identifier vers où on veut aller. Et les usages. Et l'usage, exactement. Alors, on passe à la question suivante. Quels sont les freins les plus fréquents que vous rencontrez sur le terrain, des freins techniques, culturels ou organisationnels? Peut-être Bertrand ? Oui, alors évidemment, les freins principaux, ça va être l'expertise. Souvent, elle manque. On a toujours peur de la donnée. On n'a pas toujours une expertise, je dirais, du numérique. Et donc, souvent, les agents peuvent se sentir un peu dépossédés en se disant, moi, je suis là parce que j'ai une expertise particulière. Demain, la donnée va me remplacer. Je suis élu politique. C'est vrai qu'on va se dire, est-ce que le jugement, est-ce que ma vision du territoire, en fait, j'ai l'impression de la connaître par cœur. Je ne suis pas toujours à l'aise quand la data vient me contredire, parce que ça nous met un petit peu en défaut, et donc on a peur de ça. Souvent, j'utilise l'exemple des capteurs d'air, qui est un exemple assez parlant, parce qu'en tant que politique, on n'est pas toujours très à l'aise à diffuser au public la qualité de l'air dans notre ville. On a toujours peur de se disant et si elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas bonne en fait. Les gens le savent, ils n'ont pas besoin de ça. Et donc, l'idée de la co-gouvernance, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui fait peur aussi en tant que politique. Comment on va co-gouverner, comment on va résoudre ce problème
ensemble. C'est quelque chose pourtant qui est attendu par nos concitoyens. Sans cette notion de data, cette notion d'hyperviseur, je pense que chacun reste sur ses positions, l'élu sur sa position de moi je connais mon territoire, le concitoyen qui voit que ça avance pas, et on a du mal à se parler. Cet outil d'hypervision, cet outil de data, et pour moi est essentiel là-dessus pour dépasser les peurs des uns et des autres. Et puis il y a la peur du changement, et elle est là. On parle de l'intelligence artificielle, on se dit, voilà, ça va être comme sur les chaînes de production d'automobiles, quand les robots sont arrivés, on va être viré, on va plus servir à rien. Or, elle va permettre, c'est ce que j'explique aux agents, de pouvoir revenir sur le terrain, parce que toutes les tâches administratives que l'on doit faire, parce qu'aujourd'hui on a un niveau administratif tel que la plupart du temps, les sachants sont surtout derrière leurs ordinateurs et pas tellement sur le terrain. Et quand on leur explique ça, que grâce à la donnée qu'on récolte des voitures, parce qu'il y a des traces de freinage intempestives et à certains endroits, on n'a pas besoin de faire des kilomètres de voirie pour voir où sont les zones accidentogènes, on les a par la data directement. Et donc on peut, sachant, passer du temps, s'amuser à se dire comment je peux résoudre ce problème-là. Donc, sur des tâches monotones, on arrive à trouver des tâches assez intéressantes. Donc, oui, il y a beaucoup de peur autour de ça. Une fois qu'elles sont expliquées, on arrive à avoir vraiment de la co-gouvernance. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Sans data, il n'y a pas de co-gouvernance. Sans data, il n'y a pas d'IA. Et l'IA sert à remettre l'homme à parler à l'homme. Voilà un petit peu le message que je voulais donner. Donc, du coup, c'est vrai qu'en mettant un peu d'éclairage, ça permet de dépasser ses freins et d'y voir un intérêt. Donc, merci beaucoup Bertrand pour cette réponse. Une question suivante sur les risques juridiques. Donc, je m'adresse à vous, Sherazade. Quels sont les risques juridiques ou contractuels si une collectivité ne maîtrise pas la réutilisation de ces données ? Oui, peut-être 2 éléments de réponse sur le fond et sur la forme. Sur le fond, malheureusement, ça a été beaucoup le cas, c'est encore un petit peu le cas, et on souhaite que ça le soit de moins en moins, mais ça a été longtemps le cas, puisqu'on ne prévoyait rien, strictement rien, dans les contrats s'agissant des données. Puis c'est normal, on était encore au papier. On parlait de documents administratifs, d'ailleurs, on ne parlait pas encore, et aujourd'hui, on commence seulement à parler de données publiques dans les contrats. Donc la situation a perduré longtemps, et en particulier, moi j'insisterai sur 2 sujets. Le sujet des données personnelles, parce que en fait ça a été un sujet de bataille qui a commencé il y a une dizaine d'années au moment de la loi République numérique, où on s'est rendu compte que les données à caractère personnel, en particulier les données de consommation énergétique ou d'eau, n'étaient pas récupérées en fin de contrat par les collectivités. Et c'est assez bizarre de constater ça, puisque ça paraît logique de récupérer son usine en fin de contrat, hein. On ne va pas la laisser au prestataire qui l'a construite, pour nous. Mais alors, les données, on ne s'en est pas du tout soucié. Et puis, deuxième bizarrerie, c'est quand même les données des citoyens. Donc ça reste aussi là, on peut difficilement concevoir que ce soit une entreprise privée qui conserve entre ses mains les données des citoyens. Alors attention, ces entreprises, c'est pas Google non plus. Elles n'ont pas fait ça forcément à dessein. Il y avait une logique aussi derrière, c'est que c'était les seuls à prendre la responsabilité liée à la gestion de ces données à caractère personnel. On a l'air d'oublier que finalement, c'est assez récent cette notion de DPD, DPO, de délégué à la protection des données. Ça y est, maintenant, les collectivités ont quasi toutes un DPD, mais il n'y en avait pas avant. Donc, c'est des nouvelles fonctions qui ont été créées pour gérer ces données-là. Et donc, en changeant ce paradigme, qu'on a changé au fur et à mesure des années, ça n'a pas été évident, parce que des entreprises qui ont eu l'habitude de gérer, en plus des données à caractère personnel, c'est aussi même parfois un changement de modèle que de leur demander de ne plus le faire. Mais aujourd'hui, avoir une clause qui garantit que c'est bien la collectivité qui est la responsable des données à caractère personnel et qui, par conséquent, en assure la gestion, c'est un objectif de souveraineté, un objectif de confiance aussi qui est rempli vis-à-vis du citoyen pour la collectivité. Elle rassure son citoyen, vos données sont bien entre mes mains et pas celles d'une entreprise. Et puis, c'est un objectif de pérennité pour être sûr de garder en maîtrise ces données à caractère personnel. Et enfin, deuxième élément, il faut élargir ce sujet à l'ensemble des données. Il n'y a pas que les données à caractère personnel dans un contrat. Toutes les autres données sont stratégiques, donc j'insiste. Et même si ça paraît évident, je pense que l'art de la pédagogie, c'est l'art de la répétition, après tout. Et donc, il faut continuer de répéter qu'il faut bien garder en maîtrise et donc en propriété l'ensemble des données du contrat.
Ça, c'est le vrai sujet de fond sur lequel on n'a encore pas de texte de loi. Moi, je l'ai écrit, je l'ai dit, mais il n'y a pas encore de loi qui l'ait écrit. Il faut le répéter encore. Voilà. Oh oui, non, mais j'insiste, voilà. Donc ça, c'est un sujet de fond. Après, sur la forme, je rebondis sur un élément qu'a dit Valérie et qui est tout à fait juste. On peut avoir les meilleures clauses data du monde dans une collectivité. Si derrière, il n'y a pas de mécanique pour les mettre en œuvre et les mettre en place, ça ne marchera pas. Nous ne sommes pas des magiciens, les avocats, et ça ne suffit pas de mettre des clauses. C'est pour ça qu'en début de session, je parlais d'acculturation et de sensibilisation. De la même manière que vous êtes nombreux à vous former sur l'IA, formez-vous également sur la data, ça va de pair. C'est pourtant deux blocs qui se rejoignent, mais qui sont quand même différents, qui ont leur spécificité. Et ces sujets d'action et de sensibilisation autour des données sont essentiels pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y aura des clauses data. Et j'en finirai par là, parce que les services support dans une collectivité, si on ne leur explique pas pourquoi il faut mettre ces éléments et pourquoi ils figurent dans un contrat, ils ne le feront pas. Et c'est bien normal. Moi-même, si on ne m'explique pas pourquoi, je ne ferai pas quelque chose. Donc vos services support, pour moi, ce que ça recouvre ce terme, c'est délégué à la protection des données, évidemment, RSSI, direction juridique, direction de la commande publique et services métiers qui sont amenés à négocier directement des contrats, parce qu'ils auront un rôle à jouer le moment venu pour récupérer la maîtrise de ces données. Voilà. Merci maître. Une question suivante, donc plutôt pour vous Valérie. Les données territoriales concernent les informations relatives au territoire. Ces territoires sont constitués de plusieurs institutions, chacune ayant un niveau de maturité et des infrastructures variées. Dans ce contexte hétérogène, comment aborder la notion de commun numérique et quels outils utiliser pour naviguer dans un paysage diversifié ? Alors, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, c'est que la démarche de construire des usages qui reposent sur des données, c'est déjà avoir dans l'esprit d'être dans une approche mutualisée des différents acteurs qui agissent sur ce territoire pour ces services. Donc, avec ce type d'approche, on va pouvoir donc collecter des informations, des données qui proviennent de structures à maturité diverses, pour pouvoir les mettre en commun. Travailler sur la mise en valeur de ces données qui vont être contextualisées en fait à chacun de ces structures plus ou moins matures sur ces sujets-là. Et finalement, nous, ce qu'on rencontre comme approche de plus en plus, c'est des structures qui ont à la fois les moyens financiers et la maturité d'aller justement créer ces plateformes de données et bâtir des services et quelque part trouver des modèles économiques, voire gratuits pour les plus petits, de pouvoir bénéficier de ces accès, mais avec une notion quand même qui est très importante, parce que la donnée, certes, c'est un vrai atout pour partager, décloisonner les choses, mais quand on parle notamment de gouvernance, on parle aussi quand même de sécurité d'accès à la donnée. C'est-à-dire que moi, commune, je n'ai pas envie de partager non plus ou que mon voisin voit mes données. Donc, en fait, le commun numérique sur la donnée, c'est à la fois cette garantie de pouvoir mutualiser, traiter une seule fois les choses pour l'ensemble des différentes structures, tout en leur garantissant la protection de leurs données, la visibilité de leurs données, la gestion très très fine de ces données. Et puis, le deuxième point, c'est que ça vous amène en fait à avoir aussi des réflexions d'organisation, ce que je disais tout à l'heure, mais la donnée finalement qui est quelque part partagée quand même d'une structure à l'autre. Mais qui finalement fait foi? Qui est la référence? Donc ça amène aussi dans les collectivités à se poser ces questions-là
pour que ça ne soit pas l'utilisateur, le consommateur final de la donnée, qui est par exemple l'élu à qui on va lui sortir pour la même information 3 tableaux de bord, et en gros, débrouille-toi pour se dire lequel est bon. Donc, toutes ces réflexions en amont, ça va être un temps infini demain pour trouver justement ces mutualisations nécessaires pour tous ces acteurs à maturité très différentes. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais prendre une nouvelle question, plutôt pour Bertrand. En ces temps de restrictions, ou du moins d'attention budgétaire, comment concilier le lancement de tels projets data et une certaine frugalité ? Alors, c'est intéressant de parler de frugalité. Je ne vais pas la prendre dans le sens frugalité, intelligence artificielle, notion de la donnée. Quoique, c'est intéressant dans les collectivités, ça bruise de data centers, c'est une demande qui est assez importante. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est un vrai atout pour les politiques et c'est un vrai atout pour les élus d'avoir un outil, une plateforme territoriale de données qui leur permet de piloter. Pourquoi ? Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés au niveau des communes à équilibrer son budget, c'est qu'on a des coûts de fonctionnement qui sont très, très élevés. Le coût de l'énergie, c'est quelque chose qui a fait énormément de mal, qui a rendu obligatoire, je dirais, cette maîtrise des consommations d'énergie, ce qui est plutôt bien, parce que derrière, on parle d'impact sur le climat, moindre, réduit, donc c'est plutôt une bonne chose. Et sans outil de pilotage, encore une fois, c'est vraiment compliqué d'y arriver. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de reprendre la maîtrise de son territoire avec des outils, avec la donnée. On est en capacité, moi je crois, de faire ce qu'on appelle les fameux PPI, des plans pluriannuel d'investissement qui soit plus efficace. Je vous donne un exemple sur le bâtiment. Ça coûte extrêmement cher de réhabiliter des bâtiments. Je prends l'exemple de Fécamp. Je crois qu'ils ont 117 bâtiments publics. Il est clair qu'aujourd'hui, le coût de réhabilitation d'une école, vous mettez un ascenseur, vous mettez des choses comme ça, tout de suite, c'est 1 million d'euros. C'est extrêmement cher. Donc, vous avez le choix entre 117 bâtiments, vous pouvez choisir 2 bâtiments à l'année. Vous voyez le temps qu'il va falloir pour pouvoir y arriver, sachant qu'il y a une dégradation des habitations. Si vous avez la possibilité de piloter grâce à nos outils de data, l'IoT, la connexion et à ce qu'on appelle les GTB, c'est-à-dire des petites armoires qui vous permettent de piloter à distance de manière automatique la consommation de vos bâtiments, plutôt que d'investir dans 1 million pour pouvoir tout refaire, vous allez pouvoir optimiser votre gestion immobilière en multipliant par 10 le nombre de bâtiments que vous allez pouvoir, je dirais, sur lesquels vous allez pouvoir faire une réduction d'énergie. Donc, textuellement, concrètement, voilà ce que ça veut dire. Vous faites un PPI, au lieu de prévoir 3 bâtiments, une réhabilitation lourde et complète, vous avez la possibilité de prévoir une réhabilitation plus légère, pilotée, plus efficace sur une trentaine de bâtiments au lieu de 10. Donc concrètement, voilà à quoi ça sert d'avoir de la donnée souveraine, de pouvoir le piloter et d'avoir des automatismes derrière d'IoT. Ça coûte beaucoup moins cher. Il y a une étude qui a été faite sur l'exemple de la gestion des bâtiments. Il y a 12% des bâtiments publics connectés en France. Si on devait être à 30%, ça coûterait à peu près 300 millions. Ça permettrait d'économiser 1,3 milliard. C'est une étude qui a été faite par Tactis. Ça vous donne une idée de à quoi sert la donnée aujourd'hui. Merci Bertrand pour cet éclairage qui nous montre qu'on peut concilier budget et frugalité. Absolument. J'ai une autre question pour vous, Valérie. Alors, on en a un peu parlé d'IA aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que c'est important de poser des bases solides avant de se lancer dans des projets innovants ? Eh bien, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais tout le monde ne le fait pas. Sans data, il n'y a pas d'IA. Alors, de la data, il y en a partout. Et les intelligences artificielles sont de toute façon programmées pour vous apporter une réponse. Donc, si elle ne trouve pas de la donnée fiable, elle va trouver de la donnée. Et elle va vous sortir un résultat. Mais la garantie que ce résultat corresponde à une question et à une réponse fiable est loin d'être démontrée. Donc, pourquoi la data est un préliminaire ? C'est que, en fait, et encore plus sur la notion de confiance et de conduite du changement dans les collectivités, où effectivement l'intelligence artificielle va quand même bouleverser les modes de fonctionnement,
les métiers dans les collectivités, c'est que c'est super, l'IA, parce que ça vous redonne de l'autonomie. Vous faites à la ChatGPT, vous posez une question, c'est merveilleux. Mais derrière, la confiance, c'est quoi? C'est de garantir que mon intelligence artificielle repose sur des données que j'ai qualifiées, que j'ai structurées, que je sais tracer, dont je sais garantir en fait à mes utilisateurs que cette valorisation, cette exploitation et puis la donnée, vous le savez, c'est aussi le carburant des algorithmes d'entraînement. Donc, ça nécessite des gros volumes, ça nécessite de la contextualisation, encore une fois. Donc, c'est un élément qui est indispensable et n'importe quel expert vous le dira. Mais je pense que dans le domaine public, c'est encore plus important parce que on doit encore davantage rendre des comptes. Et si on n'est pas, capable de démontrer que ce que je suis en train de faire en intelligence artificielle, je le fais sous mon contrôle et pas sous le contrôle de l'intelligence artificielle, ça va ouvrir de vrais problèmes sur les territoires. Donc, c'est peut-être moins sexy la gestion de la donnée que l'intelligence artificielle, parce que c'est finalement la face visible de l'iceberg, mais j'ai une expression merde in, merde out, c'est vraiment ça, c'est que si vos données ne sont pas des données de qualité, structurées, contrôlées, eh ben, vous restituerez ce que vous avez dans vos plateformes de données. Donc, c'est vraiment un incontournable. Donc ça a le mérite d'être clair. Si on ne met pas de la bonne qualité de données, forcément, on ne peut pas espérer avoir une bonne qualité de résultats. Merci Valérie. On arrive bientôt à la fin de notre émission. Je vous pose une dernière question, donc pour tous les trois. En quelques mots, rapidement, si vous aviez un dernier conseil à formuler à nos spectateurs pour réussir leur projet DataIA, lequel donneriez-vous? Bertrand, je vous laisse commencer. Je pense que c'est important de prendre le temps de se poser avec les équipes pour acculturer les gens à la data, parce qu'on a dit l'un des plus grands freins, y compris la DSI, c'est de parler le même langage, d'être convaincu que ça va apporter quelque chose et de parler de co-gouvernance. Donc cet aspect de prendre le temps d'acculturer les gens à la data, de faire en sorte qu'ils s'aperçoivent que c'est une force et non pas une menace, est extrêmement important de pouvoir le faire de cette manière-là en tout cas. Et bien sûr, d'avoir une plateforme de données territoriale souveraine, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, j'ai apporté deux éléments. Pardon. On note les conseils. Merci. Maître Sherazade. Oui, peut-être, et ça permet de faire une bonne synthèse, mettre les bonnes personnes autour de la table, donc ça rejoint ce que disait Bertrand à l'instant, et ne pas oublier les équipes support, parce qu'on a tendance à les laisser de côté, mais elles seront directement en interface quand il s'agira de faire le pompier, donc c'est bien de les mettre dans la boucle, s'acculturer, se former, et puis dans un deuxième temps quand même, je pense qu'on parle beaucoup des services, mais ce duo service et également élu du peuple est extrêmement important parce que derrière ces sujets-là, il y a une vision de territoire. Ça n'a rien à voir avec passer des contrats et commencer à revoir sa manière de gérer sa donnée et son IA. C'est pas la même manière que de passer un contrat pour renouveler sa DSP transport. Et du coup, on ne retrouvera jamais les mêmes méthodes selon les territoires. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui va être enrichissant. N'hésitez pas aussi à aller dans des lieux de rencontre pour comprendre ce qu'ont fait vos interlocuteurs. C'est pas parce que Dijon a fait un contrat global que tout le monde doit faire Dijon. C'est pas parce que Nantes a pris une charte que tout le monde doit faire une charte. Je pense que et puis chacun a des passifs. Les territoires ne sont pas tous pareils et il y en a aussi qui sont équipés. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait une bonne synthèse. Bref, il faut une approche systémique parce que selon le poids économique aussi de votre collectivité, selon les outils dont elle dispose d'ores et déjà, il y en a qui ont déjà lancé des projets bien avant les autres et je pense qu'il faut peut-être aussi aller les voir. Ça rejoint aussi l'idée de mutualisation. Pourquoi avoir plusieurs outils technologiques sur un même territoire alors qu'on sait que la tech ça coûte cher?
Et peut-être qu'avec la tech, on ne refera pas les erreurs qu'on a fait par le passé. Peut-être qu'il y a des choses que la tech nous permet de faire, que ne nous permettait pas de faire le bien matériel, sonnant et trébuchant. Donc il y a, à mon avis, plein de belles opportunités. Je pense qu'il faut voir tout ça avec grand optimisme, non pas parce qu'on a la tête dans le guidon, mais parce que ça ouvre plein de nouveaux paradigmes pour les territoires liés à la gestion de leurs services publics. Merci beaucoup. Et en un mot, moi, effectivement, je dirais qu'il faut faire de la donnée un levier de collaboration plutôt que de ségrégation et effectivement se dire que se lâcher prise autour de la donnée, c'est ce qui va permettre dans les métiers d'aller beaucoup plus loin dans son expertise, de pouvoir mieux communiquer avec par exemple des élus avec lesquels on a du mal parfois à aller vendre ses projets, ses investissements. Donc faire plutôt de la donnée une opportunité plutôt que regarder cela comme une menace dans son métier, comme une menace dans la perte de contrôle. Il faut vraiment avoir en tête qu'à la fin, ça permettra d'avoir une meilleure maîtrise de ce qu'on a et de ce que l'on fait et de pouvoir, au contraire, développer beaucoup davantage en fait ses propres projets ou sa propre politique publique. Merci beaucoup Valérie. Donc nous arrivons au terme de cette émission dédiée à la donnée publique pour les territoires. Quelques précisions avant de nous quitter. On espère que ce format vous a plu. Vous allez retrouver le replay de ce webinaire dès demain dans la Gazette des communes. Merci Valérie, merci Sherazade, merci Bertrand, merci également aux équipes qui ont préparé cette émission et merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir posé des questions. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.